Et salut les trekkers, c'est Alex, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est le 2 janvier, normalement vous aurez la vidéo du refuge des oulettes de Gaupe qui aura été publiée. Mais au moment où je tourne cette vidéo, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Donc je m'en excuse, il y a eu les fêtes, la flemme, etc. Donc j'ai pas pu tenir mon engagement de une semaine, une vidéo par semaine. Mais on va reprendre ça de suite. Et aujourd'hui, je vais vous donner mes conseils pour le GR70. Et à la fin, je vous donnerai mon avis sur le GR70. Parce que si vous ne le savez pas, j'ai fait le GR70 en septembre 2022. Je vous mets la vidéo juste ici. Donc je l'ai fait en 9 jours. Mais on va y revenir plus en détail avec chaque partie. On va parler d'itinéraire, d'hébergement, de ravitaillement, etc. Vous inquiétez pas, tout va être bien fait chronologiquement. Et vous aurez en bas ici des chapitres pour pouvoir naviguer dans les chapitres qui vous intéressent si certains ne vous intéressent pas. Trêve de bavardage, on y va, c'est parti. Chapitre numéro 1, on va parler de l'itinéraire. Donc le GR70, aussi appelé le chemin de Stevenson. Pourquoi? Parce que c'est Robert Louis Stevenson, un écrivain écossais, il me semble, qui a fait ce chemin avec une ânesse en premier et ça a donné, on va dire, ce nom à ce GR. Donc ce chemin de grande randonnée, c'est 270 km en partant du Puy-en-Velay jusqu'à Alès, dans le sens, on va dire, officiel, mais vous pouvez très bien le faire dans l'autre sens. Et sur ces 270 km, on a à peu près 8000 de D+, et de D-. Il y a un petit peu plus de D- puisque, comme vous en doutez, on va vers la mer, vers Alès, donc on descend un petit peu plus. Comme c'est un chemin de grande randonnée, il y a le balisage rouge et blanc qui va s'afficher ici et que vous connaissez, j'en suis sûr. Il faut faire attention un petit peu aux autres GR qu'on peut croiser, notamment le GR700. On peut faire des variantes en passant par le GR700, mais il y a quelques GR qui s'entrecoupent. Il faut être assez attentif pour ne pas prendre l'autre GR qui s'en va à l'opposé, etc. Depuis Puy-en-Velay, nous avons également le chemin de Compostelle qui part, mais on ne le rencontre pas à part au moment du départ. Pour conclure cette partie sur l'itinéraire, je dirais que sur ce GR, on voit beaucoup de paysages différents, mais il y a beaucoup de chemins et de routes. Et aussi, c'est beaucoup de moyenne montagne puisque le sommet le plus haut, c'est le mont Lozère et il va à 1700 mètres d'altitude. Donc, ce n'est pas de la haute montagne, c'est de la colline, de la moyenne montagne. Et il y a beaucoup de chemins et de routes. Donc, sachez-le avant de vous y engager. Petite précision pour l'itinéraire, il existe une application faite par l'association du chemin de Stevenson, les amis du chemin de Stevenson, un truc du genre. Là, vous avez vraiment tous les points d'eau, tous les gîtes, etc. qui sont référencés. Bien sûr, c'est que ceux qui payent qui sont référencés, donc il n'y a pas tout, mais une partie des gîtes, des commerces, des points d'eau, etc. sont référencés sur cette appli. Elle est vraiment chouette. On passe au deuxième chapitre, c'est le niveau de difficulté. Et oui, c'est assez intéressant de le savoir à l'avance pour savoir sur quoi on s'engage. Pour moi, je dirais que c'est un chemin assez facile et accessible. Comme je vous l'ai dit, 270 km avec 8000 plus, 8000 moins, donc ça reste relativement facile, on va dire, au niveau du dénivelé. De la route, des chemins et aussi, on va dire, de sentiers de montagne, mais pas de difficulté technique. Peut-être à part sur la dernière étape entre Saint-Jean-du-Gard et Alès où c'est un petit peu plus technique, mais on y reviendra plus tard. C'est une étape qui est pas dans le GR officiel. Ça a été rajouté par la FFR, la Fédération Française de Randonnée, mais Robert Louis Stevenson n'avait pas fait Saint-Jean-du-Gard à Alès, il s'était arrêté à Saint-Jean-du-Gard. Pour finir cette partie sur la difficulté du sentier, beaucoup de gens vous diront que la dernière étape entre Saint-Jean-du-Gard et Alès est inutile, inintéressante, etc. Personnellement, je vais mettre les deux pieds dans le plat. C'est l'étape la plus stylée. Je pense que l'on vous dit ça. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de retraités sur ce chemin, ce GR70. Et effectivement, la dernière étape est assez technique. Donc les retraités, ils ont un peu de difficulté. Et aussi, c'est trop étroit et trop technique pour amener l'âne qui fait le reste du chemin. Donc je pense que ces deux facteurs de les retraités ne peuvent pas accéder et les ânes ne peuvent pas passer sur ce chemin-là font que beaucoup peut-être d'agences de tourisme, etc. vous disent que la dernière étape est inintéressante. Alors perso, c'est la plus intéressante techniquement, je trouve. On est vraiment en montagne, dans des sortes de petites calanques, un petit peu comme on pourrait retrouver dans le sud. Donc moi, j'ai vraiment bien aimé, mais c'est vrai qu'on fait beaucoup de D+. Moi, entre le col de Saint-Martin, je crois, un peu avant Saint-Jean-du-Gard jusqu'à Alès, j'ai quand même pris 1600 plus et 1600 moins. Donc, il y a facile 1000 plus 1000 moins entre Saint-Jean-du-Gard et Alès.
En ce qui concerne la difficulté, je dirais que ce GR70, il est parfait pour une première expérience en autonomie, un trek en autonomie. Personnellement, si j'avais su qu'il existait, enfin je l'avais vu, mais voilà, j'aurais fait celui-ci en premier puisqu'il est assez facile. Il y a des villages régulièrement, on peut s'arrêter quand on veut, des bus, des trains, des ravitaillements. Il n'y a vraiment aucun stress à avoir sur l'autonomie, etc. Donc au niveau de la difficulté, si vous êtes débutant, je vous conseille ce GR70 à fond. Troisième chapitre, on va parler de l'hébergement, donc que ce soit en gîte, au camping, en Airbnb, etc. Pour les gîtes, il y en a quasiment, il y en a tous les jours. Vous passez dans des villages de toute façon 2 à 3 fois par jour, minimum une fois, 2 fois, c'est sûr. Il y a des gîtes tout au long du chemin. Il faut réserver un petit peu à l'avance, ça dépend quand vous y allez. Si vous êtes en juillet, août, là c'est sûr, il faut réserver à l'avance. Juin, septembre, ça dépend. Moi, il restait quelques places, mais pas pour des groupes, pour des personnes isolées. Et après, de toute façon, vous pouvez vous renseigner en appelant les gîtes de quelques jours à l'avance. Des fois, on peut réserver 1 ou 2 jours à l'avance, ça suffit. En ce qui concerne l'hébergement en camping, vous en trouverez au minimum 1 par étape classique, on va dire. Moi, j'ai doublé les étapes, même un peu plus, donc j'en retrouvais assez régulièrement. Mais si vous suivez les étapes classiques, c'est au moins 1 camping par jour, facilement. Et le prix varie entre 5 et 10 euros. On va dire 7 et 10 euros, c'est vraiment le bon prix. La plupart des campings que j'ai pu trouver. Et donc vous avez les eaux chaudes, les toilettes, etc. Ils sont vraiment bien équipés. Moi j'ai dormi 7 nuits sur 8, il me semble, en camping, parce que c'était beaucoup plus simple et que justement le bivouac est assez faisable, hein, mais assez compliqué du fait des propriétés privées. Il y a beaucoup de champs en fait qui bordent ce chemin avec des fils de barbelés, des clôtures. Donc il faut enjamber ces clôtures. On est dans un terrain privé. Bon, je pense pas qu'ils vont nous mettre un coup de fusil si on dort dedans, mais en tout cas, c'est la réglementation des propriétés privées, donc théoriquement, il faudrait demander l'avis. Et pour ce qui est du bivouac, on traverse le parc national des Cévennes. Alors, c'est interdit dans le parc national des Cévennes, sauf à 150 mètres du chemin de Stevenson, donc le GR70. Si vous êtes à moins de 150 mètres du chemin, vous avez le droit de bivouaquer dans le parc national des Cévennes. Mais au-delà de 150 mètres, le bivouac est interdit dans le parc national des Cévennes, tout comme la création de feux de camp. Pour le bivouac, je dirais que si vous avez du matériel entre 5 degrés confort, ça passe largement. Si vous descendez un petit peu dans les saisons froides, 0 degré, ça passe. C'est assez humide hein, comme région, mais il faisait pas très froid en tout cas quand j'y étais en septembre. Quatrième chapitre, on va passer au ravitaillement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tous les jours on passe au moins par 2-3 villages ou des villes même, donc le ravitaillement est assez facile. Il y a des Carrefour Market, des épiceries, des fromageries locales, etc. Donc le ravitaillement est assez facile, juste n'y arrivez pas à 20h ou à 7h du mat, ça peut être fermé. Passez-y à partir, on va dire, de 9h, 10h et avant 18h pour être sûr de trouver quelque chose d'ouvert. De toute manière, même si vous n'avez pas de quoi vous alimenter en bivouac, il y a des restaurants, des gîtes, etc. qui peuvent vous faire à manger. Mais en tout cas, c'est assez facile de se ravitailler. Personnellement, je dirais que si on part en autonomie complète, allez, 2 jours, 3 jours max d'autonomie sur soi, ça suffit largement. On pourrait même faire au jour le jour, c'est ce que j'ai fait à la fin. Mais 2 jours, je trouve ça bien. On a un petit peu de réserve au cas où on a un problème ou autre. Donc 2 jours dans son sac de nourriture, c'est très bien. Et c'est faisable sur ce GR70. En ce qui concerne le ravitaillement en eau, il y a des sources et des robinets très régulièrement sur le chemin. Et en plus, elles sont indiquées sur l'application des amis de Chemin Stevenson. Je vous mettrai le lien de toute manière. Mais attention à la sécheresse. Moi, il y avait certaines sources ou certains robinets qui étaient coupés ou taris. Donc faites attention à ça. Personnellement, au début, j'avais 1,5 litre d'eau. Après, j'ai passé à 1 litre d'eau. Et après, j'avais quasiment presque 0,5 litre d'eau sur moi, juste mon gros bidon de 0,5. Et je le remplissais à chaque fois que je voyais une source. Et je faisais ma journée avec ça. Ce qui permet d'économiser pas mal de poids parce que vous savez que l'eau pèse très lourd. Quand vous faites un bivouac, prévoyez d'avoir un petit peu plus avant de quitter le dernier village, avant votre spot de bivouac, pour pouvoir cuisiner, potentiellement vous laver, faire la vaisselle, etc. 5e chapitre, le matériel. Je vais faire court, je vais vous inviter à aller voir ma vidéo qui vous présente tout mon matériel pour le GR70, tout mon sac. Voilà, ça sera beaucoup plus simple, c'est une vidéo complète qui vous présente tout l'équipement que j'avais sur ce GR70. Personnellement, j'avais entre 5 et 6 kg de poids de base. Et puis, comme je vous l'ai dit, j'avais 2 ou 3 jours d'autonomie en nourriture. Donc, je ne dépassais pas les 10 kg. Les gens, je dirais qu'il faut au maximum un sac de 40 litres, 50 litres maximum
Mais un sac de 40 litres fait totalement l'affaire. Après, bien sûr, tout dépend de votre matériel, mais si vous avez un matériel, on va dire, de base, pas trop encombrant, 40 litres, ça passe, 50 litres, allez, si vous avez un peu du matériel volumineux. Moi, j'avais un sac de 38 litres, l'Osprey Exos, et je passais largement avec 2-3 jours d'autonomie en nourriture, plus mon poids de base. Donc, vous voyez, je pense qu'avec un 50 litres, on est largement OK. Concernant le matériel, je ferai quand même un petit point sur les chaussures. Je vous déconseille d'avoir des chaussures de montagne montante ou des mids rigides. On a beaucoup de chemins, on a beaucoup de bitume, de routes. Donc moi, je vous conseille soit des chaussures de trail, soit des chaussures même de course à pied. Ça peut largement faire l'affaire. Ou si vous voulez des chaussures d'approche, c'est un mix entre trail et chaussures de randonnée basse. Mais vous allez beaucoup marcher, beaucoup de sol dur, donc il faut de la chaussure souple pour pas avoir de douleur aux pieds et aussi avoir une chaussure respirante, donc les chaussures de trail pour pas avoir les pieds humides et des ampoules. Je pense que si vous allez avec des chaussures de rando, vous allez être beaucoup trop lourd et beaucoup trop humide avec la transpiration. Ça va vous faire des ampoules et sachant qu'on marche beaucoup, voilà. Donc chaussures basses, légères, souples. Bien évidemment, si vous avez un problème à la cheville, que vous avez une cheville fragile, non, prenez votre chaussure haute qui vous protège la cheville. Mais ça, j'en ferai une vidéo dédiée sur que choisir entre chaussures basses et chaussures hautes. Gros dilemme. Petit aparté, concernant le matériel, l'hébergement, j'ai envie de vous parler de la malle postale. La malle postale, en fait, c'est un service qui vous propose de transporter vos valises ou votre sac d'hébergement en hébergement. Et vous, en fait, vous marchez juste avec un sac à dos à la journée, avec votre pique-nique, une bouteille d'eau, etc. Et vous allez d'hébergement en hébergement, de gîte en gîte. Et c'est la malle postale qui vous transporte tout le matériel d'un hébergement à un autre. Bien sûr, c'est un service payant, mais je trouvais ça assez intéressant si vous avez des difficultés à porter des charges lourdes, si vous avez des problèmes de dos, des problèmes de santé, si vous êtes une personne peut-être âgée ou une personne qui a peur d'oublier des choses, etc. Je ne sais pas. Donc, il y a ce service-là qui existe, la malle postale. Il y a d'autres noms, hein, mais en tout cas, vous transportez vos bagages d'un point à un autre et ils vous suivent comme ça tous les jours et vous retrouvez le soir votre équipement complet et vous marchez uniquement avec votre nécessaire à la journée. 6e chapitre, on va parler de la fréquentation et de quand choisir d'y aller sur ce GR70, ce chemin de Stevenson. Alors effectivement, la fréquentation va dépendre de la période choisie à laquelle vous allez faire ce GR. Moi, je l'ai fait en septembre, fin septembre, il y avait quand même assez de monde, mais il y avait le beau temps aussi, parce qu'on sait très bien que juillet-août, là, il y a beaucoup de monde, ce qui fait très beau. Juin et septembre, il y a un peu moins de monde, mais il fait toujours beau. Et après, si on monte sur octobre, mai et avant, il y a de moins en moins de jours ensoleillés, etc. Donc moi, je vous conseillerais juin ou septembre pour faire ce GR. On va parler maintenant de l'accès à ce GR, comment on peut s'y rendre depuis les quatre coins de la France, on va dire. Alors, vous pouvez y aller en train puisque la Puy-en-Velay dispose d'une gare, il y a des bus. Moi, j'y suis allé en covoiturage. Ce qui est pas mal aussi, c'est qu'à Alès et à Puy-en-Velay, entre ces deux villes, il y a des navettes en bus. Pas navettes officielles, hein, mais en tout cas, il y a des bus qui rejoignent Alès à Puy-en-Velay ou Puy-en-Velay à Alès. Donc, si vous allez avec votre voiture, vous pouvez garer votre voiture au Puy-en-Velay. Il y a des parkings payants spéciaux, on va dire, pour le GR70. Il y a aussi des parkings gratuits. Mais les parkings payants sont plus sécurisés, entre guillemets. Vous descendez jusqu'à Alès et vous reprenez un bus ou un train pour aller chercher votre voiture au Puy-en-Velay. Moi, j'ai choisi l'option de covoiturage pour aller au Puy-en-Velay et ensuite j'ai pris un autre covoiturage de Alès pour rentrer chez moi. Il y a des trains aussi, donc faites comme bon vous semble. Mais en tout cas, vous pouvez prendre votre voiture et la laisser à Alès ou à Puy-en-Velay pour la retrouver quand vous revenez. Pour finir cette partie sur le conseil, on va parler de la location des ânes. Effectivement, comme Robert Louis Stevenson, vous pouvez louer un âne et faire le chemin avec pour transporter vos provisions, votre matériel, etc. Et vous rapprocher au plus possible de l'expérience du précurseur donc de Robert Louis Stevenson. Faut savoir que les ânes, c'est hyper lent. C'est d'une lenteur abominable. Moi, j'étais à pied, je rattrapais les gens en âne et je leur mettais vraiment une distance phénoménale. Parce que l'âne, déjà, ça marche lentement. Ça s'arrête brouter tous les 200 mètres. Quand ça ne veut pas avancer, c'est chiant. Des fois, il y a des passages un petit peu compliqués. Vous savez, les passages canadiens pour les troupeaux, des ponts, etc. L'âne a peur ou autre, donc c'est assez tendu. Je pense que c'est drôle si on est avec des enfants, famille ou autre, qu'on a vraiment le temps
et qu'on veut profiter vraiment, c'est pas mal comme expérience. Mais si vous êtes plus dans une approche GR sportive ou de faire en temps de jour, ne prenez pas l'âne. Voilà. Sur l'âne, on peut mettre 40 kg au maximum, il me semble. Donc c'est vraiment pour se faire un truc vraiment à la voyage comme en 1900, etc. Voilà, Alexis Hublot, si tu vois cette vidéo, voyage comme en 1900, ça m'a fait penser à ta vidéo. Voilà. On va passer maintenant à la partie avis, c'est parti. Pour conclure cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur ce GR70 que j'ai réalisé, comme je vous l'ai dit, en 9 jours, donc 30 km par jour pendant 9 jours. Et je vais vous donner mon avis sur ce que j'ai ressenti, les points positifs et les points négatifs. Pour cette partie, points positifs, points négatifs, je viens de sortir mes notes, hein, je les avais depuis le début, vous n'avez rien vu, mais je vais les sortir. En point positif, moi je dirais déjà, c'est très bien desservi. Gare, train, bus, covoiturage, hôtel, gîte, etc. Auberge de jeunesse, il y a tout pour accueillir, c'est une région très touristique, donc ça c'est vraiment génial. En deux, les hébergements sont très convenables, que ce soit les campings, les Airbnb, les gîtes, etc. Il y en a vraiment beaucoup et donc ça c'est cool si on veut faire son trek ou son GR dans les hébergements proposés sur le chemin de Stevenson. En 3, je dirais que le ravitaillement est très très simple, ça c'est très positif. On n'est pas obligé de porter beaucoup de nourriture sur soi, pas 5 jours, 7 jours. On peut partir même à la journée, juste se ravitailler tous les jours. Moi je partais comme je vous disais avec 2 jours d'autonomie, 3 jours maximum. Donc ça c'est vraiment pratique. C'est un GR très facile pour les débutants, donc ça c'est cool. Si on veut commencer la randonnée itinérante, le trek itinérant, je vous conseille ce GR70 si c'est l'une de vos premières expériences en full autonomie. Le balisage est très bien fait, l'application est bien faite également et la durée est cool puisque c'est 270 km. Il est donné en 14 jours de base, moi je l'ai fait en 9 jours. Donc c'est vraiment un trek qu'on peut faire facilement de bout en bout pour une première expérience. Moi j'étais content de me dire j'ai fait une through hike. Une through hike c'est quand on part de point A et qu'on finit à l'arrivée. Autrement on peut faire du section hike. Une section hike c'est quand on part du point A mais qu'on s'arrête au milieu et qu'on continue notre année, etc. Là avec ce GR70, le true hiking est vraiment possible entièrement et facilement et ça je trouve c'est une petite satisfaction personnelle de se dire j'ai fait le chemin en entier d'un coup. Donc ça c'est vraiment cool je trouve pour ce GR. On va passer maintenant au point négatif parce qu'il y en a hein, bien sûr comme sur tout GR, comme sur tout matériel, il y a toujours des points positifs et des points négatifs. Moi j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de montagnes, hein. Vous savez j'ai l'habitude de faire le GR10. Je m'étais rabattu sur le GR70 à cause de ma blessure au genou gauche, qui a l'air d'aller mieux maintenant. Mais je trouvais qu'il n'y avait pas assez de montagnes, c'était de la balade, trop de routes, trop de chemins goudronnés, etc. Donc ça, j'ai pas trop aimé. Beaucoup de monde, ça dépend quand on est, mais il y a quand même assez de monde. C'est pas une région sauvage, c'est pas assez sauvage, à part le Cévennes, où il n'y avait pas beaucoup de monde, mais à part ça, voilà. Le bivouac est plus ou moins compliqué, ça dépend où vous vous trouvez. Et pas assez sauvage, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Donc voilà les points négatifs et positifs de ce GR70 ou chemin de Stevenson. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé à planifier votre GR, à vous donner envie d'y aller. Et n'hésitez pas, foncez à l'aventure, sortez de chez vous. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao. Ah oui, et n'oubliez pas de vous abonner, de vous laisser un commentaire et un pouce bleu si cette vidéo vous a plu.